Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées par rapport au circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la résonance d'intensité étudiée à l'oscilloscope. Je vous laisse tout d'abord lire l'énoncé et on va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, pour la première question, on nous dit à l'aide d'un oscillographe bicourbe à deux entrées Y1 et Y2, on veut visualiser la tension UDT au borne du générateur sur la voie Y2 et la tension URDT sur la voie Y1, c'est-à-dire la tension au bord de la résistance R. Alors, question demandée, faire les connexions nécessaires sur la figure numéro 1. Alors, pour ce faire, nous allons reprendre la figure numéro 1. Et là, comme nous avons l'orientation de l'intensité I du courant, on peut maintenant représenter les tensions respectives. Et à partir de là, on peut placer l'ensemble ici à la masse. Ici, nous avons la voie Y1 permet de visualiser la tension aux bornes de la résistance R. On peut présenter la voie Y1. Et la voie Y2 permet de visualiser la tension aux bornes du générateur. Alors, vous avez cette configuration. Et la deuxième configuration, vous pouvez placer la masse ici. D'accord? Et placer la voie Y2 ici. C'est une possibilité encore aussi. Vous voyez? Donc, vous avez deux possibilités. Soit on place la masse ici et la voie Y2 ici, permettant de visualiser la tension au borne du générateur. Ou bien, vous pouvez aussi placer la masse ici, au point A, et placer la voie Y2 sur ce point-là. D'accord? Les deux configurations sont acceptables. Maintenant, la question suivante, ici, on nous demande d'établir l'équation différentielle liant IDT. Alors, pour ce faire, on va appliquer la loi de May, c'est-à-dire la tension UR plus la tension UL plus la tension IC est égale à la tension U. D'accord? Et de là, on sait que la tension aux bornes de la résistance R est donnée par la relation suivante et la tension aux bornes de l'inductance L est donnée par la relation suivante, puisque nous avons ici une bobine qui est réelle. Et la tension aux bornes du condensateur elle est donnée par la relation suivante. Et de là, vous pouvez maintenant donc déduire l'équation différentielle. Alors, la question suivante ici, on nous demande de montrer que l'oscillogramme 2 correspond à UDT, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. Alors ici, pour ce faire, comme ici nous avons la même sensibilité verticale, on va essayer de comparer les amplitudes maximales. D'accord? Maintenant, pour la courbe 2, on voit très bien que l'amplitude maximale pour la courbe 2 est plus grande que l'amplitude maximale pour la courbe numéro 1. Alors, par conséquent, la courbe numéro 2 représente la courbe de la tension UDT. Parce que dans un circuit RLC, la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire la tension maximale aux bornes du générateur, elle est supérieure par rapport à la tension maximale aux bornes de la résistance R. On y est. Et dans ce cas-là, donc, on peut conclure tout simplement que la courbe 2 représente en effet la courbe de la tension UDT. On y est. Alors ici, vous pouvez maintenant donc le démontrer à partir de là, c'est-à-dire que l'impédance d'un circuit RLC est supérieure par rapport à la résistance R. D'accord? Et de là, maintenant, multiplié par Imax, vous obtenez Zimax supérieur par rapport à Rimax. Zimax représente la tension maximale aux bornes du générateur et Rimax représente ici la tension maximale aux bornes de la résistance R. Et là, on constate très bien que l'amplitude maximale de la tension UDT est supérieure par rapport à l'amplitude maximale de la tension URDT. Et de là, on voit très bien que entre la courbe 1 et la courbe 2, la courbe ayant la plus grande amplitude est la courbe 2. Par conséquent, la courbe 2 représente l'évolution de la tension UDT. Alors, autre question, on nous demande ici quel est l'oscillogramme qui nous permet de poursuivre les variations de IDT et justifier la réponse. Maintenant, il faut constater que la courbe 1, qui est ici, représente l'évolution de la tension URDT, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R. Et comme la tension aux bornes de la résistance R elle est proportionnelle par rapport à l'intensité I du courant, alors, conclusion, c'est la courbe 1 qui nous permet ici de poursuivre l'évolution de l'intensité I du courant. On est d'accord?
La question suivante, ici, on nous demande de calculer l'amplitude maximale de l'intensité I dt. Alors, pour ce faire, il faut tout d'abord déterminer l'amplitude maximale de la tension UDT et l'amplitude maximale de la tension URDT. On est d'accord? Alors là, pour ce faire, il faut tout simplement déterminer d'abord le nombre de divs correspondant à l'amplitude maximale de la tension UDT. Et de là, vous voyez très bien que vous avez ici 1, 2, 3, et puis là, vous avez combien? 3,2, 3,4, 3,6. Donc, le nombre de divs correspondant à l'amplitude maximale de la tension UDT est de 3,6 divs. Et de là, vous pouvez maintenant donc déterminer l'amplitude maximale de la tension UDT. Maintenant, pour l'amplitude maximale de la tension URDT, vous avez ici 1 div, 2 divs, on est d'accord? Ça sera 2,2 divs. Ici, vous avez 2,4 divs. Donc, le nombre de divs correspondant à l'amplitude maximale de la tension URDT est de 2,4 divs. Là, vous prenez la sensibilité multipliée par le nombre de divs et là, vous avez une valeur de 12 volts. Or, on sait que la tension aux bornes de la résistance R, elle est proportionnelle par rapport à l'intensité I du courant. Donc, on peut écrire que la tension UR maxi est égale à R multiplié par I maxi. Et de là, on peut tirer I maxi, on est d'accord? Et après calcul, on trouve ici une valeur de 0,07 ampères. Maintenant, connaissant l'amplitude maximale de la tension délivrée par le générateur et l'intensité I maxi, on peut maintenant donc déduire l'impédance Z. Z est égal à U maxi sur I maxi. Et de là, donc, après calcul, on trouve une valeur de 255 ohms. La question suivante ici, on nous demande de calculer le déphasage delta phi, c'est-à-dire le déphasage entre la tension UDT et l'intensité I du courant. Alors pour ce faire, on va appliquer la formule suivante. On sait que la valeur absolue de delta phi est égale ici à 2pi sur la période multipliée par delta t. Alors ici, vous avez donc la période correspond ici donc à 8 div, on est d'accord? Vous comptez de là à là, ça correspond à 8 div. Là, vous pouvez faire les calculs. Vous avez la sensibilité horizontale est de 0,2 pi millisecondes par div. Et là, multipliant par le nombre de div, nous avons ici 1,6 pi millisecondes. D'accord? Qui est ici la période. Et delta t représente ici le décalage de deux courbes sur l'axe des abscisses. Hein. Donc, vous avez ici de là à là, qui représente ici delta t. Vous pouvez encore ici la mesurer ici. Hein. Correspond toujours à 1 div. Hein. Donc, vous avez de là à là, ça fait 1 div. On est d'accord? De là encore à là, ça correspond à 1 div. Donc, vous avez 1 div, 1 div. On y est. Donc, 1 div. Donc, vous avez ici la sensibilité horizontale est de 0,2 pi millisecondes par div. Et là, on aura delta t est égal à 1 multiplié par 0,2 pi qui nous donne ici 0,2 pi millisecondes. On y est. Et de là, maintenant, on peut calculer delta phi. Et on trouve une valeur de pi quart radian. Alors ici, on nous demande par la suite de déduire le caractère inductif, capacitif ou résistif du circuit. Alors pour ce faire, on va regarder entre la courbe UDT et la courbe URDT. Quelle est la courbe qui est en avant par rapport à l'autre? Alors lorsque vous avez deux courbes qui sont croissantes, la première touchant le maximum est en avant par rapport à l'autre. Alors ici, on voit très bien que la courbe UDT est en avant par rapport à la courbe URDT. D'accord? Et comme la tension URDT est proportionnelle par rapport à l'intensité du courant, conclusion, la tension UDT est en avant des phi par rapport à l'intensité du courant. Là, maintenant, vous avez en général trois possibilités. Delta phi supérieur à 0, circuit inductif. Delta phi inférieur à 0, circuit capacitif. Delta phi égal à 0, vous avez un circuit qui est résistif. D'accord? Donc, vous avez ces trois possibilités. Alors, la question suivante. Faire la construction des Fresnel dans ce cas et déterminer les valeurs de l'inductance L et de la résistance interne petit r. Là maintenant, il faut savoir que nous avons trois possibilités. Alors lorsque delta phi ici est supérieur à 0, vous avez ici donc la construction donc, des Fresnel correspondantes, on est d'accord? Et lorsque delta phi ici est inférieur à 0, c'est-à-dire lorsque le circuit est capacitif, vous avez ici le diagramme des Fresnel correspondantes. Et lorsque le circuit est résistif, c'est-à-dire delta phi égale à 0, vous avez ici le correspondant. C'est-à-dire, pour delta phi égale à 0, le circuit est à la résonance. On est d'accord? Donc, I maxi sur C oméga est égal à L oméga I maxi. On y est. Alors, pour nous, on va s'intéresser au premier cas ici, hein, parce que dans notre cas, le circuit est inductif, hein, parce qu'on a calculé delta phi, on a trouvé une valeur de pi quart. Donc, pi quart est strictement supérieur à 0. Donc, on va appliquer ici le sinus. Sinus delta phi est égal ici à L oméga I maxi moins I maxi sur C oméga sur U maxi. D'accord? U maxi ici représente la tension maximale aux bornes du générateur.
Or, on sait que U maxi est égal à ici à Z fois I maxi. Là, on peut simplifier I maxi, I maxi, I maxi. On trouve ici L oméga moins 1 sur C oméga sur Z. Et de là, vous pouvez tirer l'expression permettant de calculer l'inductance L. Là, on va calculer tout d'abord la pulsation ainsi que le terme 1 sur C oméga. Donc, on aura ceci. Oméga est égal à 2pi sur la période. La période ici, donc, il faut la convertir ici donc, en secondes. On est d'accord? Là, vous aurez 2pi sur 1,6 pi fois 10 puissance moins 3. Et après calcul, on trouve ici une valeur de 1250 radians par seconde. Et là, vous calculez encore le terme 1 sur C oméga. Et là, vous trouverez une valeur de 320 ohms. Et à partir de là, vous pouvez maintenant donc déduire l'application numérique de l'inductance L de la bobine. Et pour faire l'application numérique, il faut régler votre machine en mode radien. On est d'accord? Parce que si vous avez sinus de Picard, donc pour que vous ayez la réponse ici 0,4 Henri. Et à partir de là, maintenant, pour déterminer la résistance interne de la bobine, on va appliquer ici le cosinus. On aura ceci. Cosinus delta phi est égal à ici à grand R plus petit r le tout fois I maxi sur Z fois I maxi. En simplifiant I maxi, donc on trouve l'expression suivante. On est d'accord? Et de là, on peut tirer petit r qui représente ici la résistance interne de la bobine. Et là, vous avez l'expression suivante. Et là, en faisant les calculs, on trouve ici une valeur de 10,31 ohms. Et là, encore une fois, il faut régler votre machine en mode radien. On est d'accord? Là, vous avez cosinus delta phi est égal à ici à RI maxi plus RI maxi. D'accord? Sur UM maxi. Or, UM maxi est égal à Z fois I maxi. Et là, vous pouvez simplifier I maxi, I maxi. D'accord? Et là, vous aurez donc l'expression suivante. Alors, pour la question numéro 5, petit a, on nous dit, pour une fréquence grand N quelconque, exprimer la puissance moyenne P absorbée par l'oscillateur électrique en fonction de U maxi, grand R, petit r, L, C et grand N, qui est ici la fréquence. On est d'accord? Maintenant, pour ce faire, on va appliquer la formule générale. On sait que la puissance est égale à la somme des résistances multipliées par l'intensité efficace au carré. Or, l'intensité efficace est égale à I maxi divisé par racine carrée de 2. On est d'accord? Et de là, après calcul, on trouve l'expression suivante. Parce qu'on sait que racine carrée de 2 au carré est égale à 2. On y est. Et de là, on sait encore que I maxi est égal à la tension maximale divisée par l'impédance. D'accord? Maintenant, en élevant au carré, on trouve ici U maxi au carré sur Z au carré. Et à partir de là, on sait que l'impédance d'un circuit RLC est égale à ici à racine carrée de grand R plus petit r au carré plus L oméga moins Z sur C oméga le tout au carré. Donc, la racine carrée élevée au carré, donc vous aurez donc l'expression suivante. D'accord? Donc ici, vous remplacez tout simplement l'expression de l'impédance Z. D'accord? Alors, on sait encore que oméga, qui est la pulsation, est égal à 2pi fois la fréquence. Et de là, en remplaçant oméga par son expression, on peut aboutir à l'expression demandée. Alors, pour la question suivante, on nous dit P peut prendre une valeur maximale P2 pour une fréquence N2. Montrer que la fréquence N2 est égale à 160 Hz. Alors, si P est maximale, alors l'intensité du courant aussi est maximale. On est d'accord? Puisque ces deux-là donc sont liés. Dans ce cas-là, on peut dire tout simplement que la résonance d'intensité I du courant correspond à la résonance de la puissance P. Donc ici, si P est maximal, I est maximal aussi. I est maximal le moment où le circuit est à la résonance. On est d'accord? Alors, dans cette expression-là, si la puissance P est maximale, alors le terme ici, 2pi grand N L moins 1 sur 2pi NC est minimal. On est d'accord? Alors, ce terme-là est minimal, c'est seulement si sa valeur est égale à 0. Donc, on peut égaliser ça, c'est-à-dire 2pi N L moins 1 sur 2pi NC est égal à 0. Donc, ici, on peut égaliser ceci. Et de là, donc, on peut tirer l'expression permettant de calculer la fréquence à la résonance. Et après calcul, on trouve une valeur de 159,15 Hz, à peu près égale à 160 Hz. Alors, la question suivante ici nous demande d'exprimer la puissance P2 en fonction de grand R, petit r et U maxi, puis calculer sa valeur. Alors, à partir de cette relation-là, si P est maximal, alors le terme qui est ici est minimal, égal à 0. Donc, on va égaliser ce terme-là égal à 0. Et de là, on aura donc l'expression suivante. Donc, on aura donc la résistance globale divisée par 2, multipliée par U maxi au carré sur la résistance globale au carré. Et de là, on peut simplifier carré par résistance globale. De là, on trouve P2 est égal à U maxi au carré sur 2 facteurs de grand R plus petit r. Et là, en faisant l'application numérique, on trouve une valeur de 0,9 watts. Alors, la question suivante.
La fréquence est toujours égale à N2, c'est-à-dire la fréquence à la résonance. On est d'accord? Écrire l'expression de l'intensité du courant IDT. Alors, l'intensité I du courant IDT, elle est donnée par la relation suivante. IDT est égal à I maxi, sinus de 2π grand N T plus phi dI. Or, on sait qu'à la résonance, la tension UDT et IDT sont en phase, c'est-à-dire phi dI est égal à phi dU qui est égal à 0. On y est. Là, maintenant, dans cette expression-là, phi dI est égal à 0 à la résonance. On est d'accord? Là, on peut écrire UDT est égal à I maxi sinus de 2π grand N2 T, parce que la fréquence à la résonance est égale à grand N2. On est d'accord? Alors, à partir de là, on calcule tout d'abord I maxi. On sait qu'à la résonance, I maxi est égal à U maxi sur Z minimal. Or, à la résonance, Z minimal est égal à la résistance globale du circuit. Et pour nous, c'est égal à grand R plus petit r. Et en faisant les calculs, on trouve ici une valeur de 0,1 ampère. Et de là, vous pouvez compléter l'expression numérique de l'intensité I du courant. Alors, la question suivante, quelle est la valeur de la tension indiquée par le voltmètre dans ces conditions? Alors ici, il faut savoir que le voltmètre mesure la tension efficace. Alors, la portion UAB représente ici un circuit LC, d'accord? Un circuit LC en régime sinusoïdal. Donc ici, on calcule tout d'abord l'impédance Z. L'impédance Z d'un circuit LC, elle est donnée par la relation suivante, d'accord? R ici représente la résistance interne de la bobine. Vous avez ici L oméga moins 1 sur C oméga. Or, à la résonance, le terme L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. Et là, on trouve ZAB est égal à R. On est d'accord? De là, on peut calculer la tension efficace aux bornes du circuit AB. Alors, la tension efficace UAB est égale à ZAB qui est égal à R multiplié par l'intensité efficace. Or, l'intensité efficace est égale à U maxi sur racine carrée de 2. On est d'accord? I maxi a été déjà calculé. Et de là, vous pouvez faire l'application numérique. On trouve une valeur de 0,73 volts. La question suivante, y a-t-il surtension? Justifiez la réponse. Alors, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord déterminer le coefficient de surtension, appelé aussi facteur de qualité. Alors, le facteur de qualité Q, donc, est donné par la relation suivante. Q est égal à L oméga 0 sur la résistance globale du circuit. Or, on sait que la résistance globale du circuit est égale à la résistance grand R plus la résistance interne de la bobine. Et là, on peut écrire la relation permettant de calculer le coefficient de surtension ou bien le facteur de qualité. Alors là, vous pouvez faire l'application numérique. Et là, on constate très bien que ce facteur-là est supérieur par rapport à 1. Alors, comme ce facteur-là est supérieur par rapport à 1, alors il y a surtension. Alors, il y a surtension dans le circuit RLC seulement si le facteur de qualité est supérieur par rapport à 1. Dans le cas où le coefficient de surtension est inférieur par rapport à 1, pas de surtension. D'accord? Donc, pour déterminer, pour savoir si dans le circuit RLC, il y a surtension ou non, donc il faut calculer le coefficient de surtension ou bien le facteur de qualité. D'accord? En regardant ce facteur-là, donc ce facteur-là regroupe les différents termes ou bien les différents composants du circuit RLC. D'accord? Vous avez ici l'inductance L, vous avez ici la capacité C du condensateur, d'accord? Vous avez ici la résistance R du conducteur ohmique, vous avez ici la résistance interne de la bobine. Donc, ce coefficient regroupe l'ensemble des composants constituant le circuit RLC. Alors, il y a surtension si le coefficient grand Q est supérieur à 1, pas de surtension si le coefficient Q est inférieur par rapport à 1. On est d'accord? Vous avez ces deux possibilités. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.